Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va essayer de répondre à une petite question un peu compliquée. C'est est-ce que le Barça va mieux? On pourrait rigoler de cette question mais j'ai envie de me la poser. Donc c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a bouffé pour dire autant de conneries? Est-ce que le Barça va mieux? Est-ce que se poser la question déjà c'est peut-être déjà trop? Je n'en sais rien. Alors, je vous arrête tout de suite. Évidemment, je me pose pas la question de savoir est-ce que le Barça va mieux parce qu'on a gagné 4-0 contre Retafe. C'est pas un match où on gagne 4-0 qui va me faire dire direct, waouh, ça y est, le grand Barça est de retour les amis, on est reparti, ramenez-nous le Bayern, ramenez-nous Manchester City. Déjà on va essayer de passer contre Naples, ça serait déjà pas mal. Et puis ce week-end il y a un gros match quand même contre Bilbao qui va être très compliqué, on en parlera demain. En attendant, on peut se poser des petites questions, à savoir déjà est-ce qu'il y a déjà des axes d'amélioration? Il y en a toujours, hein, surtout avec ce Barça, mais surtout est-ce qu'il y a eu des améliorations, des choses qui vont un petit peu mieux ces dernières semaines, ces derniers matchs? Et je pense que oui. Et ça se tient en quelques postes clés, quelques joueurs clés comme ça. Alors je vais pas citer tous les joueurs, je vais pas vous faire la liste de tous les joueurs de l'équipe actuelle et vous dire que lui c'est mieux parce qu'en ce moment il est bien, lui c'est mieux, lui c'est moins. J'ai essayé de me focaliser un petit peu sur les postes que moi je considère assez clés. Alors je ne vais pas parler dans cette vidéo de Ter Stegen. Pourtant ça devrait être un poste quand même assez clé. Surtout Ter Stegen a beaucoup de mal en ce moment depuis son retour de blessure, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler un petit peu quand même. Et le retour de Ter Stegen prime, le Ter Stegen de la saison dernière disons au moins, il nous ferait quand même beaucoup de bien. Et là on l'attend toujours. On a eu beaucoup de mal, on a eu une grosse période avec Iñaki Peña où c'était très compliqué, où c'était complètement une passoire on va dire. Là on a le retour de Ter Stegen qui est pas non plus foufou et on va avoir besoin quand même d'un grand Ter Stegen pour finir la saison sans trop d'humiliation. En tout cas je dirais pas finir la saison en beauté hein, mais vous m'avez compris quoi. Mais passons, ne parlons pas de Ter Stegen, on va commencer par le joueur qui pour moi est un peu clé pour cette fin de saison, c'est Andreas Christensen. Il a parlé dans les médias, alors je sais pas si c'est aujourd'hui, ce matin ou si c'est hier, il a parlé un peu de son poste, des rumeurs avec Frenkie, tout ça, son poste de 6, qu'il était un petit peu mieux, tout ça, et on a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup de débats sur ce poste-là, sur le nouveau poste de Christensen. Il y avait beaucoup de supporters et tout ça qui disaient qu'il fallait tester Christensen en 6 parce que Romeu, voilà, n'était pas spécialement au niveau. Casado, Xavi n'a pas l'air de vouloir lui faire vraiment confiance. Donc on avait cette volonté, ce désir chez les supporters de tester Christensen en 6. On l'a vu dans les premiers matchs où il y avait un côté intéressant, on en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et ce que je disais, c'était que Christensen, défensivement, apportait quand même beaucoup, mais offensivement, c'est-à-dire avec ballon, quand il fallait attaquer, construire le jeu, tout ça, il avait quand même pas mal de lacunes, des choses à vraiment améliorer, dont son orientation du corps qui est souvent il est dos au jeu et donc il ne se retourne pas, ou quand il essaie de se retourner, il n'a pas cette agilité pour se retourner rapidement comme un Frenkie évidemment, mais Frenkie, vous voyez son orientation de corps, il est tout le temps en 3/4, tout le temps vraiment demi quoi, il est de côté quoi. Ces cages là, les cages en face, il reçoit le ballon et il s'oriente directement pour se mettre face au jeu, tu vois. Soit il protège la balle s'il voit un gars qui arrive derrière lui, soit il se met direct face au jeu et il avance. Et ça, Christensen a un peu de mal dans son orientation de corps parce que il se positionne surtout de manière assez défensive, c'est-à-dire qu'il protège le ballon et du coup il a pas cette visibilité qu'il peut avoir, tu vois, dans son dos quoi. Donc souvent il joue en arrière, tu vois. Et ça c'est un peu le gros problème qu'on a. Maintenant, ce qu'on peut remarquer aussi, ce que j'ai vu sur Twitter, j'ai vu un gars qui a dit ça, donc je me permets de réutiliser ces chiffres, on a vu quand même une certaine amélioration côté défensif avec Christensen en 6, c'est-à-dire que le Barça encaisse en moyenne par match depuis que Christensen est en 6, donc c'est pas non plus, il n'y a pas énormément de matchs, mais bon, en tout cas je donne les chiffres, on encaisse en moyenne 1,18 buts, donc vous connaissez 1,18 buts, ça veut pas dire grand chose, mais c'est pour faire une moyenne hein, évidemment, sans Christensen en 6, quand on avait Romeu, quand on avait Gundogan, surtout une bonne partie de ce début de saison, eh bien on encaissait 1,73 buts par match. Donc ce n'est pas uniquement dû à ce que Christensen soit en 6 ou pas. On sait que Christensen est en 6, plus on a le retour de Ter Stegen. Pendant un gros moment, on a eu l'absence de Ter Stegen et Iñaki Peña au cage. On a eu des difficultés comme ça. C'est pas uniquement dû à Christensen. Ça serait un peu idiot de dire ça. Mais quand même, c'est une stat. Et voilà, je la donne. Faites-en ce que vous voulez. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est que défensivement, déjà pour construire,
en défense depuis la défense. On a Koubarsi, j'aurais pu le noter dans les joueurs aussi importants parce que je pense que vraiment il va prendre une très grosse importance dans cette fin de saison parce que pour moi il est monumental. Plus les matchs avancent, plus il est monumental celui-là. Mais bref, les relances de Koubarsi font énormément de bien parce qu'il a la vista du truc. C'est toutes ces relances à Koubarsi amènent quelque chose d'intéressant. Et ça c'est assez phénoménal pour un gamin de son âge. Donc le fait qu'il y ait Koubarsi derrière pour aider à la relance, ça nous permet aussi d'être un peu plus serein et de se dire que Christensen, il n'est pas obligé de jouer en défense pour relancer, pour qu'on ait des relanceurs comme ça. Koubarsi est le meilleur relanceur de l'équipe. Et le fait de jouer avec lui déjà, ça t'apporte une solution. Le fait que Christensen ait un peu de mal, on va dire, à construire le jeu, derrière on a quand même Koubarsi qui fait quand même beaucoup de bien. Ensuite, on a Frenkie à côté tout simplement. Frenkie c'est un joueur qui en ce moment, c'est pas qu'il surperforme, mais c'est qu'il il s'occupe de tout. On l'a vu, Frenkie il s'occupe de relancer, il s'occupe d'attaquer contre Retafe, il a été un peu plus offensif. Mais le fait qu'on ait un Frenkie comme ça, vraiment tout terrain à côté de Christensen, ça aide forcément Christensen à se libérer un petit peu de quelques tâches, c'est-à-dire les relances, tout ça. On sait que ça pose un petit peu problème, on en a parlé, tout ça, les supporters ils en sont conscients, je pense, que Christensen doit un peu plus jouer un rôle là-dedans pour éviter que Frenkie fasse tout, on va dire. Mais en tout cas, le fait de jouer avec Frenkie, ça aide quand même pas mal Christensen. On espère que Christensen va s'améliorer avec ballon pour faire une fin de saison, pour avoir une fin de saison vraiment une équipe beaucoup plus solide. Et je pense que de toute façon, avec le temps, moi je l'ai souligné que Christensen avec ballon était vraiment pas fou. Mais ça veut pas dire qu'il va pas s'améliorer. Et ça veut pas dire qu'il faut arrêter de faire ça, comme je l'ai déjà dit. Ça veut dire que voilà, c'est son axe d'amélioration, c'est ça, vraiment la chose à améliorer, c'est avec ballon, son orientation de corps, tout ça. Et une fois qu'on aura ça, des enchaînements de matchs, ça c'est en jouant souvent à ce poste-là de toute façon, que ça va forcément s'améliorer pour Christensen. Et j'espère qu'on fera du coup une bonne fin de saison. En tout cas, Christensen fera une bonne fin de saison. Ensuite, autre joueur pour moi qui est assez clé depuis le début de la saison, mais aussi en ce moment, c'est Gundogan. Gundogan, joueur un peu décrié de ce début de saison, joueur qui crée le plus d'occasions en Europe. Il a créé, je crois, 100 donc occasions ou alors les passes clés ou des choses comme ça. Il en a fait 100 depuis le début de cette saison. Donc c'est le joueur qui crée le plus de danger par la passe depuis le début de saison en Europe. Pas juste au Barça, en Europe. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve, pour un joueur qui, soi-disant, est plutôt mauvais depuis qu'il est arrivé. Je trouve ça assez marrant, sachant que quand même, depuis le début de saison, Gundogan, il a beaucoup dépanné en pivot, au poste de pivot, parce qu'il n'y avait pas... parce que Romeu était là, tout simplement. Parce qu'on n'avait pas de 6, parce que Christensen n'avait pas encore été testé en 6. Donc Gundogan a joué la plupart du temps en ce début de saison, il a joué au poste de pivot. Et même avec ça, c'est un des joueurs qui crée le plus de danger. Donc je trouve que c'est plutôt un bon point. On a retrouvé, grâce à Christensen aussi, le fait de mettre Christensen en 6, on a Gundogan, tout ça c'est un emboîtement, on va dire. Tous les joueurs que j'ai sélectionnés, chacun a un rapport aussi, un lien avec l'autre, tu vois. Le fait de mettre Christensen en 6 et si Christensen arrive à performer en 6, ça nous permet d'avoir un Gundogan plus haut, qui est beaucoup mieux depuis qu'il est remonté un petit peu plus haut sur le terrain, qui est mieux dans le pressing, défensivement. Quand il doit protéger devant sa défense, c'est une catastrophe. Frenkie est pas très bon là-dedans et Gundogan c'est peut-être encore pire. Donc voilà, défensivement on n'est pas très bon. Là, le fait d'avoir un Gundogan plus haut, c'est moins difficile pour presser, donc il est plus performant pour aller presser la défense, pour gêner les relances adverses. Et puis offensivement, Gundogan c'est un créateur d'occasion monumental, on le voit. C'est celui qui en crée le plus en Europe. Donc vraiment, avoir Gundogan plus haut aussi, c'est quelque chose de clé pour le Barça. Maintenant, il va falloir que les autres à côté performent parce qu'on le sait depuis le début de la saison, les attaquants ne sont pas efficaces. Alors c'est bien beau de donner des ballons, Gundogan il en donne plein des ballons, sauf que devant après ça fait caca culotte. Passer d'une machine à but à City avec Haaland devant à Robert, c'est pas la chose la plus facile non plus. Donc parlons de Robert aussi. Robert revient quand même un petit peu mieux. Voilà, je critique un peu Robert, mais quand même, il faut le souligner, Robert revient mieux depuis quelques matchs. Depuis l'annonce un petit peu de Xavi, depuis qu'il y a eu ce petit repas à la maison avec Robert et ses copains, eh bien on voit un Robert un peu... alors je vais pas dire un Robert Prime évidemment, mais un Robert qui revient bien, qui est de mieux en mieux, qui claque des buts, qui fait des passes, qui fait, quand il marque pas de but, comme ce week-end contre Retafe, à jouer, à faire le jeu.
comme Messi Prime. Non, j'abuse un petit peu, mais voilà, c'est assez fou quand même de voir Robert remonter un petit peu la pente comme ça, petit à petit, on ne l'attendait plus. Et comme je l'ai déjà dit dans des vidéos, dans les dernières vidéos, que ça soit en Ligue des Champions ou même en championnat, pour aller chercher des titres, pour aller vraiment loin dans les compétitions, eh bien, tu te dois d'avoir un gars devant qui performe et qui est efficace. Sinon, c'est très compliqué. Si derrière, même si derrière, tu as une défense solide, bon, on l'a vu la saison dernière, on avait une défense vraiment solide et même si on n'était pas très très efficace devant, on a quand même allé chercher le championnat parce que t'es régulier, t'es tellement solide derrière que ça va, tu vois. Cette saison, on le sait, derrière on n'est pas solide et en plus devant on n'est toujours pas efficace. Donc voilà. Mais si on retrouve petit à petit un peu plus d'efficacité et un Robert en forme, eh bien on pourrait faire quelque chose d'intéressant. Je dis pas qu'on va gagner, aller chercher la Liga ou qu'on va aller en finale de Ligue des Champions. Non plus, on va pas, peut-être pas abuser, même si les rêves sont gratuits, les amis. Mais déjà, le fait que Robert revienne un petit peu mieux comme ça va forcément faire la différence. On espère que ça va tenir sur le long terme, parce que c'est bien beau de faire ça, de performer comme ça dans quelques matchs. Mais si il relève petit à petit encore plus son niveau, et que jusqu'à la fin de la saison, il est performant comme ça va forcément nous amener quelque part avec le Barça. Je ne sais pas où, mais on peut faire des belles choses peut-être. Ensuite parlons de Ronald, mon petit Ronald Araujo. Alors on connaît tous Ronald, hein, c'est défenseur monumental, le titan par excellence. C'est le joueur qui, quand t'es en face à face avec lui au duel, quand t'as un joueur qui part tout seul mais qui joue à l'épaule avec Ronald, t'es sûr qu'il passera pas le joueur généralement, sauf peut-être Haaland. J'aimerais bien voir ce petit duel Haaland-Ronald, ça doit être assez marrant quand même parce que les deux sont c'est des colosses quoi. Donc ça peut être marrant, mais mis à part ça, généralement, Ronald, tu passes pas. Mais c'est pas le sujet. Ce qui est intéressant, ce qu'on a vu contre Retafe, et ce qui pourrait être quelque chose de clé, on va dire, dans cette fin de saison, c'est un Ronald placé à gauche plutôt qu'à droite de la défense. Donc on a vu un Koubarsi un peu plus axial, avec, quand on joue une défense à 3, Koundé, Koubarsi, Ronald. On avait Koubarsi vraiment dans l'axe qui distribuait, qui cassait des lignes monumentales dans la relance. Un Koundé qui est mi-latéral droit, mi-défenseur central droit. Voilà, il se permet des fois de faire quelques petites montées, mais voilà, principalement il joue à ses défenseurs. Et un Ronald, au lieu de jouer à droite et de devoir couvrir un peu les petites bourdes ou les difficultés, les lacunes de Koundé, eh bien cette fois-ci il était à gauche et je trouve que ça a quand même énormément de sens pour plusieurs raisons. Déjà, Cancelo, on le sait, joue latéral gauche, mais il est plus ailier gauche que latéral. Il y en a qui disent ouais, il joue latéral gauche. On le sait, avec l'animation, tout ça, Cancelo, il prend le couloir, il monte sur l'aile et il joue comme quasiment un véritable ailier gauche. Donc défensivement, c'est un peu plus compliqué pour Cancelo de revenir parce qu'il redescend de plus haut. C'est comme si tu demandais à Rafinha de se replacer en latéral droit à chaque fois qu'il y a des contre-attaques. Il aurait quand même beaucoup de... Ou Lamine Yamal, il aurait quand même beaucoup de chemin à faire. Donc là, Cancelo, c'est pareil. Quand il monte et qu'il est très haut et d'un coup il y a une contre-attaque, il doit redescendre en défense. Et c'est compliqué pour lui forcément. Donc on a quand même placé là contre Retafe, on a vu Ronald placé à gauche pour couvrir les montées justement de Cancelo. Et ça, c'est quelque chose qui tombe sous le sens en fait. C'est quelque chose, quand tu le vois, c'est tellement logique en fait. Je comprends pas pourquoi on l'a pas fait plus tôt quoi. Parce que aussi il y avait Inigo Martinez peut-être aussi qui est gaucher, tu vas pas le placer à droite alors qu'il est gaucher, tout ça. Ça n'aurait pas trop de sens. Et tout ça aussi, ça a un lien, comme je l'ai dit. Le fait de pouvoir mettre Ronald à gauche, c'est parce que justement, tu peux te permettre de mettre sur le banc Inigo Martinez parce que derrière t'as Koubarsi qui est à un niveau quand même stratosphérique qu'on attendait pas forcément. Si Koubarsi n'avait pas été à ce niveau, t'aurais peut-être pas eu Christensen en 6 et t'aurais peut-être pas eu Ronald là à gauche. T'aurais eu Ronald à droite, t'aurais eu Inigo Martinez ou Christensen en défense, tu vois. Donc tout ça, c'est pour ça que je vous dis, c'est un petit lien quand même. Le fait de devoir couvrir les montées de Cancelo, Ronald, c'est le joueur qui peut défendre ce genre de situation. C'est peut-être un des meilleurs dans ce domaine. Pour donner un petit exemple, Ronald, quand il s'agit de défendre sur des attaques placées de l'adversaire, vraiment en étant statique, tout ça, c'est un bon défenseur, mais c'est pas son domaine, tu vois, là où il excelle le plus. Pour moi, là où il excelle le plus, c'est quand il doit réparer un petit peu les bourdes. Qu'on se retrouve dans une situation dangereuse et que d'un coup, tu dois avoir un sauveur, t'envoies Ronald. Comme je l'ai dit tout à l'heure, t'as un mec qui part tout seul, il est au niveau de Ronald, il va y aller, il va le coucher direct et il n'y a plus rien. C'est le pompier de service si vous préférez. Donc vraiment Ronald placé là pour couvrir les montées de Cancelo, pour moi c'est le joueur idéal. Et maintenant une autre raison aussi pourquoi Ronald est bien à gauche, c'est parce qu'on a vu Frenkie souvent qui descend
pour ressortir les ballons. Sauf que pendant longtemps, pendant un bon petit moment, Frenchy descendait assez bas, on l'a vu dans les derniers matchs, sauf qu'il descendait au niveau de Cubarsí ou au niveau d'Inigo Martinez. Deux joueurs qui savent relancer. Donc pour moi, le fait de descendre, de voir Frenchy descendre aussi bas qu'un défenseur central qui s'est déjà relancé, ça n'a aucun sens. Je l'ai dit dans les dernières vidéos, ça n'a aucun sens. Donc de mettre Ronald de ce côté-là, du côté de Frenchy, qui en plus Frenchy devait couvrir aussi les montées de Cancelo, avec Ronald derrière, Frenchy n'a pas besoin de jouer aussi bas et de faire autant attention, on va dire, il peut se permettre de faire des montées, de temps en temps, de monter, de jouer plus haut, d'attaquer, comme on l'a vu contre Retafe, en deuxième mi-temps principalement. Et quand il s'agit de construire les actions, les attaques, de partir depuis la défense, Frenchy peut descendre un petit peu plus bas à côté de Ronald, parce que Ronald, sa spécialité, c'est pas les relances non plus. Donc on a Frenchy pour relancer, et de l'autre côté, on a Cubarsí et on a Koundé qui savent quand même un minimum relancer. Et donc ça, pour moi, ça prend un petit peu tout son sens. Et pour finir, on va finir par Frenchy tout simplement, le joueur qui, donc c'est un peu un lien, donc comme j'ai dit avec tout le monde, qui peut changer un petit peu son positionnement, peut-être sa façon de jouer dans cette fin de saison, avec potentiellement, si on continue comme ça, un Ronald placé de son côté, le côté gauche, il peut se permettre, il peut toujours redescendre et construire, mais quand il s'agit d'attaquer, il peut se permettre de monter un petit peu plus peut-être, parce que derrière t'as Ronald, voilà, mais le placement de Frenchy peut changer aussi. Mais la question c'est, est-ce que Frenchy peut jouer un petit peu plus haut, parce qu'on attend tous de voir un petit peu Frenchy de temps en temps faire des grandes percées et que ça aille au bout quoi. Et qu'au bout il marque un but comme face à Retafe par exemple. Et la différence c'est de savoir qui joue devant aussi. Qui joue devant. Je dis pas que Joao Félix doit être titulaire, mais par exemple contre Retafe, Joao Félix est titulaire dans son couloir, on va dire, dans l'axe du terrain, dans la même zone on va dire que Frenchy. Donc si Joao Félix est là à la place de Pedri, on sait que Pedri il aurait tendance à redescendre un peu plus, c'est un milieu de terrain. Donc il n'est pas forcément attiré, il va pas vraiment jouer beaucoup plus haut, tu vois. Le fait que ce soit Joao Félix va jouer peut-être plus haut de base parce que c'est plus un attaquant, même s'il redescend faire le jeu, mais moins que Pedri. Frenchy, ça peut lui permettre de jouer un peu plus haut, tu vois, parce qu'ils vont pas se marcher dessus. Comme Pedri pourrait le faire avec Frenchy. Et ensuite, il peut se permettre de jouer un petit peu plus haut, Frenchy, parce que Ronald est derrière pour couvrir. Si jamais il y a un petit feu qui se déclare, le pompier de service, il est là. Donc voilà, pour moi, tous ces points-là sont importants pour la fin de saison. Il va falloir qu'on travaille sur ça. Le fait de placer Ronald dans cette zone-là, ça peut être une très bonne solution aussi. On sait que Cancelo défensivement, c'est pas cataclysmique, mais c'est quand même une petite catastrophe. On sait que Frenchy doit couvrir les montées de Cancelo, mais le fait qu'il y ait Ronald derrière, ça peut aussi l'aider, lui donner un coup de main à Frenchy défensivement. Ça, c'est pas plus mal. On sait qu'à côté de lui, à côté de Frenchy, il y avait Gundogan qui savait pas forcément défendre. Maintenant, il y a Christensen qui sait défendre. On sait qu'il y a des problèmes de Christensen pour faire le jeu, donc il y a Frenchy à côté de lui et Gundogan qui joue plus haut et qui peut l'aider aussi. Et maintenant, dans l'équation, comme je l'ai dit, il manque plus qu'un grand Ter Stegen et un grand Lewandowski. Et je dis pas que tous les problèmes seront résolus, mais ça sera quand même un bon début. Si on arrive à retrouver un bon Ter Stegen et un Lewandowski de plus en plus efficace, on peut peut-être finir cette saison, pas en beauté comme je l'ai dit, mais tu vois, on peut peut-être faire de belles choses. On verra bien ce qui se passe. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez des points aussi clés, des joueurs clés aussi de cette fin de saison, peut-être des choses à améliorer, ou peut-être des choses qu'on devrait changer dans l'équipe. Peut-être qu'ils pourraient améliorer donc l'équipe et nous permettre de finir la saison en beauté, vraiment. Et puis voilà, je lirai tout ça avec grand plaisir. On se retrouve demain les amis pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.